Bonsoir à tous. Qualifié de canard boiteux par les consommateurs les plus critiques à cause de ses nombreuses contre-performances, la SNE, la Société nationale d'électricité, a été dissoute dans le cadre des réformes initiées et voulues par le gouvernement de la République au profit d'une nouvelle société, Énergie électrique du Congo, en sigle EDC. Société anonyme avec conseil d'administration créée le 14 août 2018, Énergie électrique du Congo a pour objet la gestion pour le compte de l'État du patrimoine public de l'électricité. L'ambition du gouvernement de réformer ces entreprises publiques, la SNE pour l'électricité, la SNDE pour l'eau, est de donner à ces entreprises qui sont dans le secteur économique réel leur vocation de produire la richesse, de rendre des services et de ne pas coûter cher à la collectivité. La mutation opérée, ce soir, nous allons nous arrêter un instant sur la nouvelle société Énergie électrique du Congo. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau le directeur général adjoint de cette société, M. Jean-Bruno Danga Adou. Monsieur le directeur général adjoint, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Comment allez-vous? Alors, vous êtes un ancien chef de département énergie à la délégation générale aux grands travaux. Vous êtes un enfant maison de la société d'électricité pour y avoir travaillé pendant longtemps. La SNE, c'est un peu plus de 50 ans d'exercice, 50 ans de vie. Comment avez-vous vécu la mutation de la SNE à la nouvelle société? Comme vous savez, la disparition de la SNE, pour nous, c'est comme si vous perdez votre papa ou votre maman. Bon, heureusement, le gouvernement a eu cette idée géniale de reprendre tous les travailleurs dans la nouvelle société. Et c'est surtout ça qui a rassuré tout le monde. Et en tant qu'agent de l'ancienne SNE, ça nous a rassurés tous. Parce qu'on avait quand même, on a pu garder l'emploi à tout le monde. Et c'est surtout ça qui nous a rassurés. Mais ce passage aussi de SNE EPIC à EDC, Société Anonyme, on l'a vraiment bien reçu parce que ça pouvait nous permettre d'avoir un autre modèle économique, en quelque sorte, dans la gestion de l'entreprise. On a dédramatisé, on a levé toutes les peurs qu'il y avait. Il y a toutes les peurs, on a enlevé, et aujourd'hui, dans notre tête, c'est maintenant inculqué aux travailleurs la notion d'une société anonyme, la différence entre l'EPIC SNE, dans le temps, et la société actuelle, notamment sur la notion de la rentabilité, la notion de la discipline, du travail bien fait et du comportement. C'est surtout ça que nous sommes en train de s'atteler à inculquer à nos travailleurs. La SNE canard boiteux, est-ce que ça vous choque ou alors vous donnez simplement raison à tous ces consommateurs révoltés? La SNE canard boiteux, oui, mais ça ressemble à notre société. Vous ne pouvez pas me dire quel est le secteur de notre société qui n'est pas boiteux. Tout était boiteux, il fallait qu'on fasse la réforme. Effectivement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. La SNE dissoute, comment se porte la nouvelle société 7 mois après sa création, M. DGA? Bon, 7 mois après sa création, je pense que la nouvelle société est en train d'appliquer, de mettre en place ses marques. On ne peut pas attendre un grand changement en 7 mois ou 6 mois. Nous sommes en train de mettre des choses en place, ça prend du temps, notamment le facteur humain. Ce logiciel humain, il faut le transformer. C'est comme un pasteur qu'on envoie dans un monde de païens. Et la conversion, ce n'est pas le même jour, c'est avec le temps. Donc il nous faut un peu du temps pour d'abord transformer le capital humain, que les gens comprennent les enjeux. Et petit à petit, nous allons aussi, au plan technique, au plan des résultats, avoir une transformation. Comment se présente la feuille de route qui vous a été prescrite par le gouvernement pour relever justement les nombreux défis qui se posent à votre société?
Vous savez que la société EDC a été créée dans des conditions difficiles économiques. L'environnement économique national est très difficile d'abord. Et vous savez que notre économie est totalement dépendante de l'État. Si l'État tousse, pratiquement vous sentez que le reste a des problèmes. On se misait sur la propriété privée, c'est-à-dire les entreprises privées, initiatives privées, mais vous savez aussi que dans notre pays, elle n'est pas totalement développée. Depuis que l'État a eu un peu de problèmes partout, les choses se sont arrêtées. Mais c'est dans un peu dans cet environnement que nous avons pris en main notre société et nous sommes en train de mettre les choses en place de telle sorte que dans les jours à venir, qu'on puisse sentir un léger changement. Que dit la feuille de route? Le gouvernement nous demande de maintenir en état de fonctionnement nos centrales de production, nos réseaux de transport et de distribution. Maintenir les équipements en état de fonctionnement, ça veut dire que nous devons toujours assurer la maintenance de ces équipements. Ça veut dire apporter quelques investissements pour les maintenir en état. La feuille de route nous demande également de changer nos mentalités, de changer nos comportements. Il faut que le client sente qu'il y a du nouveau. Et pour cela, il nous faut absolument parler, éduquer, transformer nos travailleurs. La feuille de route, enfin, nous demande aussi le résultat. Si l'ancienne société était totalement dépendante de ce que l'État pouvait apporter, la nouvelle société doit être capable de faire face aux défis avec ses recettes. Changer de gouvernance. Donc, voilà, changer la façon de faire et la façon de gouverner. C'est surtout ça que nous attelons au niveau de l'entreprise pour arriver au résultat. Nos équipes de tournage ont fait une petite immersion au cœur de votre entreprise pour comprendre son fonctionnement. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé à l'occasion. Devenue une société anonyme, la nouvelle société Énergie électrique du Congo veut dans sa démarche être plus proche des populations. En dépit de la situation économique que traverse le pays, la société affiche sa détermination à satisfaire sa clientèle, un véritable challenge pour Énergie électrique du Congo qui doit faire ses preuves après l'échec de la défunte SNE. Ce qui justifie cette dotation d'un lot de matériel composé des transformateurs prévus pour équiper les postes en construction, des compteurs, des kits de branchement pour l'accroissement du taux de raccordement et de bien d'autres. Le chef de service achat et logistique explique. Malgré la crise, mais l'entreprise se bat et a fait des efforts au niveau de la trésorerie, malgré les tensions de trésorerie. Et on a eu plusieurs matériels, nous avons visité ensemble. Il y a eu des transfos, nous avons eu des kits de branchement pour les branchements professionnels. Et vous avez vu des cellules et des câbles moyenne tension et des câbles basse tension. Parce qu'au départ, le problème c'était quoi? Quand nos clients ils arrivent, ils préféraient acheter des câbles au niveau des quincailleries un peu plus cher. Mais aujourd'hui, il n'est plus question. Nous avons suffisamment de câbles pour les branchements. Hier, on avait des difficultés quand un départ moyenne tension tombe en panne. Vous savez, quand un départ moyenne tension tombe en panne, c'est plus de 2-3 quartiers qui sont dans le noir. Et les câbles n'étaient suffisamment pas au magasin. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc aujourd'hui, un départ peut tomber en panne. De nuit et de jour, rapidement on intervient parce qu'on a suffisamment du câble. Après de nombreuses plaintes des clients, la société a rapproché les points de vente des consommateurs. Ici, nous sommes au point de vente de Mayanga. Il y a une division technique, l'antenne technique. Il y a le point de vente pour le côté commercial, pour se rapprocher de certains clients, tels qu'ici à Mayanga, c'est loin. Au départ, les clients d'ici partaient payer l'électricité à Bakongo. Après, on a décentralisé, on a mis l'agence de Mafuta à Mafuta. Mais nous avons encore réfléchi, Mayanga là c'est vaste. Il y a des clients qui quittent loin, qui nous échappent parfois. Même du côté technique, on ne pouvait pas réagir aussitôt. Donc il fallait se rapprocher d'ici là. Et les clients sont soulagés. Quand nous sommes ici, ils viennent payer. Et s'il y a des problèmes techniques,
ils peuvent le poser, ils peuvent trouver aussi des solutions. L'implantation des nouveaux poteaux électriques reste un défi majeur. Et aujourd'hui, la société s'emploie à l'acquisition de l'eau importante. L'extension de la ville en est une autre paire de manches pour la Société Énergie Électrique du Congo. Et depuis quelques jours, la société procède à l'équipement des nouveaux postes transformateurs et à l'implantation de nouveaux poteaux électriques, comme ici au poste Ndo Achelampo. Bon, pour le moment, nous sommes en train de déployer le réseau. On avait commencé par l'implantation des poteaux. Il était prévu normalement 75 poteaux à placer ici. Pour l'heure, nous sommes à 63 poteaux. Donc on a fini d'implanter les poteaux. Nous sommes en train de procéder au tirage des câbles tels que vous voyez. Donc on a prévu 2000 mètres de câbles 3x70 à tirer ici, plus 1000 mètres de câbles 3x35 pour les bretelles. Au fond, c'est tout le réseau électrique de Brazzaville qui est en pleine révision. Ici, au poste de Mikalou 2, les techniciens sont à pied d'œuvre pour pallier le phénomène de délestage. Il n'y avait pas de ligne. Et si je suis ici, c'est pour réaliser ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire tirer les lignes. Tirer des lignes créées au FUSC 4 départ pour éviter le délestage des deux postes qui sont à côté, tout en tirant des lignes et leur donner une bonne qualité d'électricité. Les clients de leur côté n'ont pas manqué de réagir quant à la qualité du courant fourni par cette société. Le pari est grand, comme la vétusté du réseau électrique, les plaintes récurrentes des consommateurs, les branchements pirates. Mais les autorités de EDC croient fermement au changement. Principal fournisseur du courant électrique, Énergie électrique du Congo peut compter sur les différentes infrastructures de production mises à sa disposition. On sait qu'il y a quelques mois, le barrage hydroélectrique du Mboulou a été victime d'un incendie qui a endommagé une bonne partie de ses installations. Monsieur le DG, comment se porte aujourd'hui le barrage hydroélectrique du Mboulou? Bon, aujourd'hui, le barrage hydroélectrique d'Iboulou fonctionne avec 2 groupes sur 4. Au moment de l'incident, on avait effectivement 3 groupes en fonctionnement, parce qu'il y avait un groupe qui était en arrêt. Et cet incident a engendré d'énormes dégâts sur 2 groupes. Et pendant la visite du Premier ministre sur les lieux, nous avions pu mettre en service un groupe. Et après, on s'est attelé à réparer le deuxième. On a pu le mettre quelques jours après en service. Là, nous sommes en train de regarder la possibilité, de telle sorte que d'ici quelques jours, quelques mois, on puisse mettre le troisième également en service. Donc, à ce jour, combien de turbines sont en fonctionnement? En ce jour, 2 turbines sont en fonctionnement à Imboulou, sur les 4, avec une production autour de 55 MW. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que finalement le barrage d'Imboulou retrouve son potentiel habituel? Bon, c'est la révision, il faut faire la révision. Mais comme nous n'avons pas les moyens pour faire toute la révision de la centrale, nous sommes en train de procéder par partie. C'est-à-dire, nous nous attelons d'abord à mettre les turbines en marche. Après les turbines, nous voyons le côté commande, puisque on a eu quand même des dégâts de ce côté-là. On a appelé des spécialistes de l'extérieur qui sont venus travailler avec nous. Nous avons déjà à peu près l'idée de ce qu'il faut faire et nous sommes en train de s'y atteler. Il y a quelques pièces de rechange que nous avons commandées, on attend. Et d'ici quelques jours, il y a une délégation de nos spécialistes qui partiront en Chine pour aller discuter avec l'un de nos partenaires qui fabriquait, qui est le spécialiste, disons, des serpentins, des organes de refroidissement de nos turbines. Et là-dessus, on va donc discuter avec eux pour qu'ils puissent nous faire des propositions, parce que la source des pannes récurrentes que nous avons au niveau de la centrale, ce sont des serpentins qui se percent et dégagent donc de l'eau qui se mélange à l'huile et ça crée donc ce qu'on appelle couramment dans notre jargon le mayonnaise et on est obligé d'arrêter
la turbine pour colmater. Donc ce phénomène est tellement récurrent et nous sommes montés donc de travailler sur la qualité de ces équipements que nous appelons serpentins. À quoi il est dû? Bon, au départ, nous, on pensait que c'est dû au niveau de la qualité de l'eau du fleuve, le pH. S'il est trop élevé, il est trop acide, il attaque, la corrosion est rapide. Donc on entrait là-bas, ils ont des laboratoires, ils vont essayer de regarder, de penser sur la question pour nous fabriquer un type de serpentin spécialement adapté aux eaux du fleuve Léfini. Est-ce que le fait qu'il n'y ait que 2 turbines qui fonctionnent à ce jour pose problème dans la fourniture de l'électricité au sein des ménages? Effectivement, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on a un barrage qui était capable de nous fournir plus de 100 mégawatts et aujourd'hui nous sommes qu'à la moitié, 55. Donc ce déficit-là, effectivement, est à l'origine aussi des problèmes que nous connaissons actuellement avec le délestage. Quel est l'état des lieux actuel du barrage de Mukukulu? Mukukulu, c'est la même chose. Le barrage a plus de dizaines d'années, aujourd'hui peut-être 15 ans, 14 ans, qui n'a pas été révisé. Ça nécessite également une révision. Nul était la générosité de nos travailleurs, la compétence de nos travailleurs qui sont là, puisque certains ont assisté déjà à 2 révisions, donc ils sont plus expérimentés et c'est eux qui tiennent le barrage avec les moyens de bord. Sinon, ça serait en arrêt. Mais pour le moment, on a 3 turbines qui fonctionnent et ces 3 turbines nous produisent à peu près 51 mégawatts. Il n'y a qu'une seule turbine qui est en arrêt, que nous sommes en train de mener un peu de pourparlers avec le partenaire Sino Hydro pour voir comment ils peuvent nous aider avec leurs experts, avec la commande d'un certain nombre des équipements, des pièces, pour qu'on puisse réhabiliter ce groupe-là, le groupe numéro 2, pour avoir à l'avenir les 4 groupes en fonctionnement. Quelles sont les villes qui sont alimentées par le barrage hydroélectrique de Mukukulu? Est-ce que Brazzaville reçoit du courant? Nous sommes en réseau interconnecté. Les premiers bénéficiaires, c'est les villes du département de la Bouenza et du Niari, notamment Dolizi, Loudima, Nkaï, Bouansa, Loutete, Mabombo, Sibiti. Mais la connexion sur le réseau national se fait au niveau de Loudima. De Loudima, nous recevons ce qui vient de nos 2 centrales, les 2 centrales thermiques du pays, c'est-à-dire les 2 groupes plutôt de la CEC. La connexion se fait donc à Loudima et à partir de Mbonou, c'est ce que nous recevons de la RDC. Tout ceci circule ensemble et va jusqu'au nord avec ce qui vient de l'Imboulou. Donc nous sommes donc en réseau interconnecté. Ah d'accord. Et quels sont les rapports, les relations entre Énergie électrique du Congo et la centrale à gaz de Pointe-Noire qui fournit à elle seule apparemment 300 mégawatts de capacité nominale? Bon, c'est des relations de partenaires. C'est une société qui a pour vocation de produire l'énergie et nous sommes le seul comme acheteur en quelque sorte de cette énergie, mais malheureusement le thermique coûte très cher par rapport à l'hydraulique, ce qui fait que la facture d'électricité, de l'énergie produite par la CEC nous coûte extrêmement cher. Voilà. Votre société paye donc auprès de nous payons la facture de nos consommations, de ce que nous achetons et redistribuons. Ah d'accord. Voilà, nous achetons dans la CEC, mais c'est très cher. Ah d'accord. Au mois de novembre-décembre dernier, pour des raisons de maintenance de ces 2 turbines, des perturbations ont été observées sur l'ensemble du réseau national. C'est un problème, ça, un réel problème. Oui, mais c'est un problème. C'est depuis, vous savez que la solution thermique, c'est une solution, je peux dire, à court terme. Pour décider vite, soulager les populations, on construit des barrages, des centrales thermiques. Mais le coût du thermique est très élevé. Les coûts d'entretien également sont trop élevés. Ce qui fait que chaque année, ils ont ce genre d'entretien à faire, absolument.
S'ils ne le font pas, la turbine ne pourra jamais tourner normalement. La turbine n'aura jamais un rendement adéquat. Par contre, les centrales hydroélectriques coûtent un peu plus cher, mais le prix du kilowattheure est relativement très bas. Parce que l'eau, c'est le fleuve qui donne l'eau, et le kilowattheure est relativement bas. Alors que le thermique, donc vous devez, le gaz, il faut avoir l'approvisionnement en gaz. Et ce qui nous embête aujourd'hui avec cette centrale thermique, c'est qu'en cas d'un petit problème, dès que la turbine lâche, nous avons 150 mégawatts de déficit dans le réseau. C'est une grosse secousse. Je ne sais pas si vous imaginez, tel que vous êtes là. Du coup, on vous prend une charge de 150 kilos, on vous balance ça sur la poitrine, vous voyez ce que ça fait comme secousse. C'est pareil. C'est ce que nous recevons souvent dans le réseau quand il y a un petit problème et que cette turbine se retire du réseau. Et c'est ça ce que nous ressentons. Donc, voilà. Monsieur le DGE, malgré d'importants investissements réalisés par le gouvernement ces dernières années dans le secteur, notamment dans le domaine de la production et du transport, le réseau haute tension reste faible, avec des pertes de distribution. À quoi cela est-il dû et que faut-il faire pour en sortir? Le problème, c'est que le pays est tombé dans une situation de crise. Les capacités hydroélectriques du Congo dépassent les 2000 mégawatts. Donc, aujourd'hui, nous avions construit combien? On a utilisé combien? On n'est même pas à la moitié. Pour vous dire qu'on a encore des potentialités énormes à exploiter. Et la situation que nous vivons actuellement est due au fait que nos réseaux, le réseau principal, je dis bien le réseau principal de transport, c'est un réseau qui n'est pas bouclé. Et tous les électriciens savent que quand vous avez un réseau en antenne radiale, façon linéaire, ce genre de réseau pose problème. Par exemple, le gouvernement est en train de s'atteler pour qu'on puisse avoir une autre turbine à Pointe-Noire de 170 MW. D'ici le mois d'août, cette turbine sera opérationnelle. Mais étant donné qu'elle est à Pointe-Noire, c'est le problème de la production à Pointe-Noire pratiquement qui sera réglé. Mais pas Brazzaville, par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que toute cette énergie ne pourra pas être envoyée à Brazzaville à cause de la morphologie de notre réseau électrique tel qu'il a été conçu dès le départ. Donc, on ne peut... ce réseau a été conçu pour transporter 300 MW entre Pointe-Noire et Brazzaville, 300 MW, mais en réalité, elle ne peut transiter que 130 MW. Si on force, c'est la tension qui baisse totalement parce qu'il y a trop de réactifs sur ce réseau. Trop de réactifs. Donc pas d'industriels, pas de... Il n'y a rien et trop de réactifs. Donc la tension ne peut pas... on a donc une baisse de tension considérable. Donc pour cela, il faut qu'on réfléchisse avec les spécialistes comment améliorer le transit de l'énergie sur le réseau actuel en mettant d'autres équipements supplémentaires dans les postes qui permettront de lever la tension pour qu'on puisse transiter le maximum possible de l'énergie. Transport, distribution, gestion commerciale, tarification, autant de domaines qui nécessitent d'être renforcés. Oui, la distribution, c'est ce que vous venez de voir. Nous sommes en train de faire des efforts pour améliorer la qualité des services, notamment sur le délestage. Il faut que les gens comprennent aussi le délestage à 3 niveaux. Il y a le délestage dû à l'insuffisance de la production. C'est-à-dire, on produit peu. Donc, il faut délester. Il y a le délestage qui est dû à la saturation des postes sources, notamment Tchelampo, Djiri, Mongokamba, des gros postes qui envoient l'énergie dans les quartiers. Quand les transformateurs sont saturés, même si vous produisez beaucoup... Pourquoi c'est saturé? Mais parce que la population augmente, la demande augmente. Brazzaville des années 70, Brazzaville des années 90 et Brazzaville de 2018 n'est plus le même. Vous voyez?
Donc chaque année, il y a des nouveaux quartiers. Même l'urbanisme, je ne sais pas si le ministère de l'urbanisme a la maîtrise même de l'évolution de la ville. Personne ne maîtrise. Donc la ville, les villes évoluent tellement très vite que les services publics n'arrivent pas à suivre le rythme. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité ou le téléphone à l'époque, personne ne suit le rythme. À tel point qu'aujourd'hui, quand nous avons construit le barrage d'Iboulou, dans la mise en service en 2010, il y avait une bonne partie de l'énergie qui allait à Kinshasa parce qu'il y en avait en 2010. Mais en 2009, les quartiers ont évolué. Il y a les Kintélé qui existent. Donc avant, en 2010, les Kintélé n'existaient pas. Donc la consommation a augmenté brusquement. En tous les cas, les consommateurs du courant électrique se disent déçus par les prestations de la société d'énergie qui, d'après eux, ne respectent pas le pacte social qui les lie aux consommateurs. Coupures abusives d'électricité, délestage croissant, taxation arbitraire sont autant d'autres griefs de la société. Certains abonnés se plaignent de la différence entre les index mentionnés sur la facture et celles qui se trouvent sur le compteur. D'autres consommateurs encore attribuent ces situations à la complaisance du service informatique de la société. Tout est-il qu'en l'absence d'une information claire et précise, chaque abonné y va selon sa petite explication. Voici une partie des réactions des consommateurs dans ces propos recueillis par nos reporters Diop Mbungu, Prince Ngatsoni et Prince Martel Koueni. Suivez. Vous avez des plus proches de sa clientèle. En tout cas, il s'éloigne plutôt. Parce que ce qu'on vivait à l'époque de la SNE, c'est ceux qui se pérennisent. Un petit exemple simple, mon frère. Qu'il y ait délestage ou pas, qu'il y ait coupure ou pas, la facture qui arrive dépasse la facture antérieure. Comment expliquer ça? C'est comme s'ils n'ont pas de personnel pour relever les index. Moi, je pense que le changement du nom ne suffit pas. On devait changer de mentalité, on devait changer la façon de travailler, la façon de faire. La SNE, bon, je ne veux pas être trop méchant, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, vraiment, c'est la merde. Mais on se disait qu'avec le changement de nom, on ne pouvait pas avoir le délestage. Mais ça continue. On ne comprend pas pourquoi ça continue. Et comme ça continue comme ça, ils ne prennent pas ça en compte. Ils viennent avec leurs factures en entier. Mais parce que tout le temps là qu'ils nous coupent. Nous, par exemple, à Massengo, nous avons le courant lundi, mardi, mercredi, il n'y en a pas. Vendredi, c'est comme ça. Dans la semaine, il y a 2 jours où on n'a pas de courant. Et ils n'enlèvent pas la facture de ce temps-là. Le souci du gouvernement dans le cadre de cette réforme, c'est d'apporter le plus d'efficacité possible dans le système du service public de l'électricité. Monsieur le DGA, qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant sur tout ce qui a été décrié? Apparemment, EDC a hérité des mêmes travers de la défunte SNE. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Ce qui va changer, c'est que dans les jours à venir, chacun de nous va payer sa facture en fonction de ses consommations. C'est-à-dire, nous allons poser les compteurs sur tout le monde. S'il y a eu délestage, ça veut dire que ton compteur ne pourra pas tourner. S'il y a eu délestage, le compteur ne tourne pas. Dès qu'on remet le courant, le compteur commence à tourner. Donc ça va, le compteur générera que les consommations réelles du client. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc on ne peut pas se plaindre de ce côté. On vous a montré ici des transformateurs, des câbles, des lignes, tout ce que nous avons acheté comme matériel en ce temps difficile, où la ressource est difficile, mais nous, on a pu quand même attraper ces équipements. C'est pour améliorer la desserte au niveau des postes saturés, là où il y a les délestages. On vous a montré ici, par exemple, un quartier où il y a un poste où chaque soir, il y a le délestage. À côté, on a construit un nouveau poste où on va basculer certains clients sur le nouveau poste. Ceci permettra d'améliorer la desserte électrique dans ce quartier, donc
zéro délestage. Des délestages Voilà. complaisants, Voilà. c'est ce qu'on dit. On ne peut pas faire parler d'abusif. Je ne sais pas quel plaisir un agent ou un responsable de la SNE peut avoir alors délaisser les gens dans les postes. Alors qu'il sait que c'est avec la consommation, la facturation de ses clients qu'il a son gagne-pain. Donc c'est une langage, façon de parler. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez que dans notre pays, nous formons des électriciens dans les collèges, hein, dans les lycées. Donc les électriciens, il n'y en a pas qu'à la SNE, il y en a dans tous les quartiers. Et surtout dans notre pays, pratiquement tout le monde devient électricien. Et si vous allez dans les quartiers reculés, vous voyez que les gens qui tripotent sur les poteaux, sur les câbles, forcément ne sont pas des agents de la SNE. Et c'est tout ceci qui est à l'origine des problèmes que nous connaissons. Raison pour laquelle nous demandons donc aux clients, quand quelqu'un arrive dans le quartier pour travailler, il doit avoir l'ordre de travail, l'ordre de mission. Qui l'a envoyé? Qui l'a mandaté? Est-ce qu'il a la tenue régulière? Bon, voilà. Si quelqu'un n'a pas de tenue, n'a pas l'ordre de mission, n'a rien, pourquoi voulez-vous qu'on puisse le recevoir et dire qu'il est agent de la SNE, ex-SNE ou bien de EDC? C'est un peu tout ceci qui fera que les nouvelles orientations que nous allons donner à nos travailleurs, à nos responsables de points de vente et des agences, le peuple va sentir du nouveau. Parce que tous ceux qu'on appelait tâcherons, qui traînaient dans nos locaux, on les a virés. Donc s'il y a un agent quelque part qui prend son neveu, son cousin, amène travailler, il n'y a que lui seul qui répond de ses actes. Si nous sommes au courant, il est dehors. Parce que c'est tout ça qui est à l'origine des problèmes que nous connaissons ici. Nous avons avec nous sur ce plateau un représentant des intérêts des consommateurs, Monsieur Eric Malunga. Alors, vous représentez les intérêts des consommateurs du courant électrique. Qu'est-ce que vous reprochez à la société de l'électricité? Oui, cette situation de l'ancienne SNE jusqu'à aujourd'hui, je la suis de près. Ça fait 5 ans que je suis cette situation-là. Paix à son âme, en mars 2014, c'est le jour où on avait commencé à suivre la situation de la SNE à la loupe. Mais nous avons remarqué au niveau de la SNE, quand on parle des délestages, tout ce qui occasionne ça. Mais ils ont recruté des tâcherons. Jusqu'à aujourd'hui, les tâcherons existent. Ce sont des tâcherons qui font mal aux consommateurs. Moi, je suis dans un quartier populaire à Mongali. Je connais là où se retrouvent 30 personnes. Sur les 30 personnes... Le DG a dit qu'il les a virés. Non, sur les 30 personnes, quand je regarde là, je vous dis que je suis la situation de la SNE, ça fait pratiquement 5 ans, à la loupe. Et j'ai des représentants dans presque tous les départements. Là, je vais descendre à Infondo pour introniser le bureau d'Infondo. Récemment, j'étais à Pointe-Noire. C'est-à-dire, les tâcherons, sur la note, ils n'existent plus. Mais, dans la pratique, ils sont là. Je vous ai pris un exemple, je te le nomme. Dans mon quartier, ce sont les chefs d'agence qui occasionnent ce désordre. S'ils occasionnent ce désordre-là, parce qu'il y a l'impunité. Il y a l'impunité parce que... Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Mais j'ai une preuve, j'ai même les petits du quartier qui ne sont pas agents de la SNE. Il y avait des gens qui avaient gagné le procès, les tâcherons là. Ils me disent qu'on ne nous avait pas dédommagés. Voilà pourquoi on continue à travailler. Et quand tu regardes dans le lot, quand ils sont en pleine opération de coupure, s'ils sont 8, il n'y a que 2 agents de la SNE. Aujourd'hui, il y a un qui a la tenue. Et le reste, ce sont les emmerdeurs. En fait, puisqu'ils sont en vie d'argent, ils n'ont pas de poste budgétaire. Ils vont faire quoi? Ils vont rançonner le consommateur. Parfois, vous arrivez dans une parcelle, il y a 4 séparations. Le simple qu'une personne doit, vous coupez tout le monde. Avant-hier, j'ai vu un Ouara qui m'a appelé. Moi, je suis observateur, je suis tout à la loupe. J'arrive là-bas, je regarde. Il y a 5 séparations. Puisqu'il y a un qui n'avait pas payé, on l'a coupé au poteau. Je dis, mais attends, mais comment on pouvait te protéger alors que toi, tu payes ton courant régulièrement? Voilà, tout ça, c'est occasionné par les tâcherons. Je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est les emmerdeurs. Hein, parce que... Monsieur le DG, est-ce que vous avez la maîtrise de toutes ces situations? Est-ce que vous avez connaissance de Je veux réagir à ce que le président est en train de nous relater ici. Si
s'il essaie de faire des investigations, vous constatez que ce phénomène existe que dans les 2 grandes villes. Personne ne peut te parler des tâcherons à Dolisie ou à Bouansa. Mais il existe bel et bien. Ce phénomène dont on parle là, c'est un phénomène qui est parti pas d'aujourd'hui. Il est parti des troubles sociopolitiques qu'on a connus dans le pays depuis les années 93 à Moutabala et après les années 97 à Talangaï. Ce désordre-là, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Parce qu'il faut bien l'arrêter. Mais l'arrêter, c'est quoi? Le problème de l'arrêter, c'est des textes. C'est au niveau de l'Assemblée du gouvernement qu'on prenne des textes. Dans d'autres pays, quand quelqu'un fraude de l'électricité, c'est un délit. Ici, chez nous, c'est rien, parce que ce que ces jeunes gens font là, ce sont des délits. Ils vont rançonner des clients au nom d'une société alors qu'ils ne font pas partie de ce personnel. Ils n'ont pas reçu mandat. C'est un délit. C'est ça le problème. Le jour où on va commencer à frapper ces gens-là, et je pense qu'on va mettre fin. Celui qui les entretient, celui qui les envoie, dès qu'on va commencer à sanctionner tout ce monde-là, on va mettre fin. On vous dépose la quittance aujourd'hui. 2 jours après, c'est l'avis de coupure. Et lorsque vous ne vous êtes pas exécuté, eh bien, les 24 heures qui suivent, on vient vous suspendre l'électricité. Et ils sont impitoyables sur la question. Monsieur le journaliste, vous êtes en train de poser un problème là intéressant. Vous demandez à la société d'éradiquer le délestage. Vous demandez à la société d'améliorer la qualité du produit distribué. C'est avec les équipements qu'on doit acheter. Mais ces équipements-là, il nous faut des recettes, il faut de l'argent. Mais dans les 2 grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, les gens consomment l'énergie, l'électricité à crédit. Ce n'est pas le même jour qu'ils consomment qu'on lui demande des comptes. Ils consomment à crédit. C'est après 2 mois qu'on amène la facture. Pendant ce temps, il a déjà consommé. Et c'est en ce moment-là qu'on dépose, on dit, la facture doit être payée dès réception. Mais ce n'est pas le même jour qu'on demande. Nous observons une petite période. Il y a une disposition qui est cochée noir oui, mais on coche noir, on coche noir à telle période. Si on ne le fait pas, personne ne viendra payer. Il faut faire comme ça. C'est notre sociologie pour pousser les gens à venir payer. Et voilà, parce que les gens consomment à crédit. Non, effectivement, ce n'est pas normal. On ne peut que dire comme ça. Quand on dépose la facture, il mentionne sur... moi, je ne cesse à demander à mes consommateurs de payer les factures de la EEC. Chaque fois, je le dis, nuit et jour, quand vous recevez la facture, faites le nécessaire de le payer. Mais on ne peut pas vous interrompre l'énergie électrique quand vous n'avez pas payé après 4 jours, après 5 jours. Mais tout cela, je vous dis, le problème, c'est toujours à ce niveau de ces tâcherons-là. Parce qu'il faut avoir de l'argent. Parce que quand il arrive, l'important, c'est de vouloir rançonner les gens. Et à la fin, il faut payer les pénalités. Le problème, quelqu'un qui reçoit sa facture le lendemain, ou 2 jours ou 3 jours après, il paye sa facture, n'aura jamais le problème dont il parle. Le problème, c'est que nous sommes dans une logique dans notre pays où les gens ne sont pas habitués à s'acquitter de leurs devoirs. Vous voyez que le problème des factures, quel que soit le rang social de la personne, les gens ont toujours du mal à s'acquitter de leurs factures. C'est notre culture. Donc on est parfois obligé de prendre... Il faut l'arrêter. Mais arrêter, c'est à tous les niveaux. Le problème, il est sociologique. Le problème, il est sociologique. Ce n'est pas qu'à notre niveau. Si nous ne prenons pas ce genre de mesures, personne ne viendra payer l'électricité. C'est comme ça. Voilà. Une autre plainte... Vous pouvez comprendre que dans le pays, nous avons des gens qui ont des unités de production. Il sait que moi, je dois produire, vendre quelque chose, un produit, mais il ne veut pas payer l'électricité. Alors que son électricité, il ne peut pas produire. Mais dans ses calculs, il ne met pas ça. Mais il veut plutôt chercher à corrompre certains agents pour qu'on ne le coupe pas et il continue à consommer sans payer la facture. C'est bête. Voilà, c'est notre culture, mais on doit lutter contre toutes ces antivaleurs-là. Il y a une autre plainte, monsieur le DGA, c'est la facturation constatée au terme d'un mois et demi de délestage entre Brazzaville et Pointe-Noire suite aux travaux de maintenance à la centrale à gaz. Alors, le ministre de tutelle avait annoncé devant l'Assemblée nationale
qu'on devait revoir à la baisse les différentes quittances de cette période exceptionnelle. Mais rien n'a été fait, peine perdue, parce que aucun consommateur, aucun client n'a trouvé satisfaction. Comment vous y attelez pour trouver des solutions Mais je venais de vous expliquer. Il faut que nous soyons raisonnables avec nous-mêmes. Quand un client a un compteur, donc le rôle d'un compteur, c'est de mesurer la quantité d'électricité consommée par le client. Si pendant un mois, le client n'a pas été alimenté, le compteur ne peut qu'indiquer ce qu'il a consommé pendant qu'il y avait l'électricité. Donc sa facture ne peut pas être grande ou grosse. Vous comprenez? Par contre, si le client a un forfait, vous savez que c'est ça l'inconvénient d'une facture forfaitaire. Que tu consommes gros ou petit, c'est le même montant selon ta puissance souscrite. Ça date de 1997 et 2000 à peu près, après la sortie des événements de 1997. Quand tout était bousillé dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville, on a institué le forfait pour facturer au moins les clients en fonction de la puissance souscrite. Mais l'inconvénient de ce type de facturation, c'est que si vous avez beaucoup consommé, vous payez le même montant. Si vous avez peu consommé, vous payez le même montant. C'est clair. C'est ça, là. Mais Monsieur Malonga, dites-moi, les consommateurs ne sont pas exempts de critiques aussi. Ils ont leur part de responsabilité. Oui, effectivement, le problème, quand ils viennent relever les index, là, le problème de la consommation. Je vous ai dit que moi-même, j'ai été victime. Il vient relever, ça faisait, je ne sais pas, 3 000. Là-bas, on a déjà facturé pour 4 000. Et quand je me suis rendu à la SM, à la direction générale, je dis, mais attends, mais ils m'ont facturé en faux, là, regarde. J'ai pris même les photos. Non, mais payer seulement. Après, on va régler. J'étais obligé de payer le courant que je n'ai pas encore utilisé. J'ai payé. Mais oui, mais parce qu'il fallait payer pour stabiliser. Parce que ceux qui viennent relever, je ne sais pas si certains peut-être sont daltoniens ou je ne sais pas, c'est un problème de vue. Parce qu'il faut peut-être amener les ophtalmologues pour... Non, s'il vous plaît, vous savez, le travail humain ne peut pas être parfait. Ici, même ceux qui étaient dans les écoles d'électricité le savent. Quand on lit l'appareil de mesure, généralement pour confirmer une mesure, on doit prélever au moins 3 fois pour confirmer la valeur. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les erreurs de lecture. Un agent peut arriver toute la journée au temps de relever les index. Il peut arriver qu'il a, à la place de 1,0, il en a mis 2. On est des humains, ça peut arriver. La facture est erronée. Quand la facture est erronée, on fait quoi? On fait une réclamation. Quand on arrive, on envoie toujours un autre agent aller sur le terrain, regarder l'index du client et on compare avec ce qui est sur la facture. S'il y a vraiment erreur, on réfectionne la facture. Ça a toujours été ainsi. On réfectionne la facture. On annule la première, on réfectionne la facture. Le cas est aussi semblable pour ceux qui bloquent expressément le compteur. Dans le temps, on avait des compteurs électromécaniques où quelqu'un peut bloquer le compteur pour que le compteur indique les consommations zéro. Avec la complaisance des agents de la société. Pas forcément. Il peut être un électricien, il connaît sur quelle base fonctionne un compteur. Ce n'est pas forcément les agents de la SNE. Tout électricien, les mêmes appareils, les équipements, appareillages que les agents SNE ont appris pendant leur formation, c'est la même chose que n'importe quel électricien peut apprendre au CET ou au lycée. C'est les mêmes bases. Et donc, pas forcément l'agent SNE. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais pas forcément. Donc, n'importe quel électricien peut le faire. Et il bloque la consommation. Mais nous, quand c'est comme ça, on constate que ce monsieur-là payé, il avait des factures des consommations de 250, 300 kWh. Bah, du coup, il tombe à 5. Il y a un problème. Et quand on vérifie, le compteur est bloqué. Et généralement, on lui fait ce qu'on appelle
une facturation qui doit tenir compte de la période où il a commencé à tricher, à bloquer son compteur, pour le remettre à l'ordre. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, s'il y a eu surfacturation sur une facture par erreur, si c'est établi, on refait la facture. Non, chez moi, la surfacturation a fait deux bimestres, 3 même. Pour la première fois, j'ai fait la réclamation, il n'y avait pas de suite. Pour la deuxième fois, il n'y a pas de suite. Pour la troisième fois, il y a eu la suite. Et je vais vous signaler un fait aussi. J'ai payé de l'électricité avec les Airtel Money. Là aussi, il y a un grand dysfonctionnement. Airtel Money, je paye le 9 janvier. Jusqu'au 21 janvier, il n'y avait aucune notification. Je suis allé j'ai vu le directeur commercial actuel, il m'a envoyé au service informatique, je suis allé au service informatique. On a vérifié, il n'y avait rien. Et on est venu couper chez la maman. Quand on m'appelle, j'explique. Il dit, oh non, mais écoutez, je parle un peu. Ah ben bon, on a donné 5 000, ils sont partis. Puis c'est une culture. Celui qui était là a donné 5 000. Là, on a rétabli, voilà. J'étais obligé de laisser la notification. C'est pas normal du reste. Mais c'est pas normal. Mais ça, c'est ma maman de 85 ans, par exemple. Ceux qui étaient là, ils ont payé. Il a donné 5 000 à qui? À celui qui a... Non, mais celui qui a rétabli. Pourtant, il savait bien qu'on paye aussi avec le téléphone. Donc, on peut payer avec Airtel Money, MTN, Mobile Money. Je suis allé là-bas, le 23 encore. J'arrive à RTL. J'étais obligé de saisir le DG de RTL et le contrôleur général d'État était ampliataire. Quand j'ai envoyé les ampliations, 2 jours après, ils ont rétabli. C'est là où c'était arrivé au service informatique. Donc, il y a la magouille là. Il y a une magouille qui est là. Parce que quand ils encaissent de l'argent... Je vous disais que nous avons un Quand problème. ils encaissent de l'argent, certainement qu'ils utilisent ça. Je vous disais Parce que comment on paye le 9, il n'y a aucune notification là-bas. 1 mois presque après, cet argent-là, il l'utilise à d'autres fins. Vous voyez? Je vous disais que nous avons un problème sociologique dans le pays. Ça, c'est pas ce plateau-là que nous devons parler. La magouille, il n'y en a pas qu'à la SNE. Mais nous luttons contre tout ça. Aujourd'hui, ceux qui travaillent avec moi savent que si je te prends la main dans le sac, il y a des preuves, tu perds ton emploi, tu es dehors. C'est clair, ceux qui travaillent. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, s'il donc, vous plaît, je vous signifie mieux un fait, je dois vous le signifier. C'est-à-dire les tâcherons là, quand je regarde dans les deux grandes villes, là, dépassent même le personnel de la SN. Quand je fais les statistiques, si on peut compter, c'est-à-dire chaque groupe, quand ils sont 8 ou 10, il n'y a que 2, parfois il n'y a qu'un agent. Et c'est devenu récurrent partout. Partout, c'est un phénomène qui est automatique. Donc, c'est-à-dire l'important, c'est de tirer les oreilles aux chefs d'agence. Parce que les chefs d'agence sont restés toujours récalcitrants. Parce que ce sont les tâcherons qui font mal aux consommateurs. Voilà. S'il n'y avait pas de tâcherons, sincèrement, je vous dis, on serait en bon terme avec la Société Énergie Électrique du Congo. Alors, monsieur le DGA, qu'est-ce que les consommateurs de l'électricité peuvent-ils attendre de la nouvelle société? Dites-leur tout ce qu'ils doivent attendre pour les rassurer. Vous les regardez dans les yeux. Et ils doivent attendre de nous, en fait, une bonne collaboration. Nous sommes prêts à collaborer avec le président des consommateurs. Il doit nous aider. Sa collaboration est très édifiante pour nous. Parce que là, il venait de vous expliquer le mal qu'ils sentent au niveau des quartiers. Ce mal est dû au comportement des tâcherons qui ne sont pas nos agents. Et que certains d'entre nous utilisent parce que, soi-disant, ils ne sont peut-être plus en état de travailler durement parce que nous sommes dans un pays où les gens n'aiment plus travailler. Ils n'attendent que de l'argent facile. Il est temps qu'à tous les niveaux, nous puissions remettre les gens au travail. Nous sommes en train de regarder à notre niveau, faire le recensement des travailleurs, voir ceux qui sont valides, ceux qui ont des problèmes de santé et tout, pour qu'à l'avenir, nous puissions y remédier. Mais vous comprenez que ces tâcherons-là, tels qu'il est en train d'expliquer, quand quelqu'un a déjà des aptitudes néfastes, il est toujours difficile de le prendre en compte. Vous allez remarquer que même si demain, on a besoin de renforcer nos équipes dans les agences, on ne peut pas faire confiance à ces jeunes gens, puisqu'ils ont déjà l'habitude... Mais ces tâcherons-là disent qu'ils ont gagné le procès. Quel procès? On ne peut pas prendre. Vous ne pouvez pas prendre. Il faut les dédommager. Vous ne pouvez pas prendre un rat
venir mettre dans le grenier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Vous savez que les délestages, certains dysfonctionnements que nous avons dans les postes, c'est le sabotage de ces jeunes gens. Mais on n'est pas obligé de le dire. Effectivement, les branchements pirates, là, les branchements pirates sont occasionnés par les surcharges dans les postes. Chapeautés par les agents de la les amis des consommateurs, ils le savent, le président le sait, que c'est ces jeunes gens-là qui sont à l'origine de ces problèmes. Mais protégés par les agents. Donc il est temps, on ne peut pas protéger des gens. Il est temps que nous puissions avoir l'arsenal juridique pour commencer à sévir tous ceux qui font mal pour qu'on puisse aller de l'avant dans notre secteur. Bon, le secteur a besoin d'avoir l'équilibre. Il y a un point de pénalité technique, l'équilibre financier. Mais avec ce genre de comportement, il serait difficile. Quel que soit l'effort qu'on peut faire, ceux qui sont agents de la société savent que les choses ont changé. Nous sommes partis de l'EPIC, où on voit plus du social, à une société anonyme, où la rentabilité joue de beaucoup dans le système de gouvernance. Tout ce que nous faisons, on doit réfléchir, voir qu'est-ce que ça doit rapporter à l'État, à l'entreprise. Monsieur le DGA, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager toutes ces informations. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission, à ce numéro Grand Dossier. Excellente soirée à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro, Grand Dossier. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à ce numéro. Excellente soirée, bonsoir chez vous.